Ce que je vais vous révéler va changer votre façon de regarder les films pour toujours. Saviez-vous que la CIA a un bureau dédié à Hollywood? Que plus de 2500 films ont été modifiés par l'armée américaine? Vous pensez que Transformers c'est juste des robots qui se bastonnent? Eh bien détrompez-vous. Chaque plan avec l'armée a été validé par le Pentagone. Alors accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, on plonge dans les coulisses du plus grand système de propagande jamais créé. Depuis plus de 100 ans, Hollywood ne se contente pas de raconter des histoires. Elle construit des récits. Et parfois, ces récits sont guidés, contrôlés, influencés. Et par qui? Par les agences les plus puissantes du gouvernement américain, la CIA et le Pentagone. Et ce que vous allez entendre, eh bien, ce n'est pas du tout une théorie du complot. Ce sont des faits, des documents déclassifiés et des témoignages de personnes qui ont travaillé là-bas. Ce sont les coulisses d'un système invisible, mais parfaitement huilé. Un système où la propagande ne prend plus la forme de tracts ou de slogans, mais celle de films à succès, de super productions hollywoodiennes. Vous pensiez regarder du divertissement, mais si ces images avaient été minutieusement validées, corrigées, réécrites par ceux-là même qui mènent les guerres dans l'ombre. Alors, on y va, découvrons ensemble comment Hollywood est devenue la plus puissante machine de propagande du monde occidental. Tout commence en 1915. On est encore au début du cinéma, mais déjà, l'armée est là. Pour naissance d'une nation, Griffith collabore avec des conseillers militaires. Les détails exacts de cette collaboration restent encore un petit peu débattus par les historiens, mais c'est l'un des premiers exemples documentés d'un lien entre Hollywood et les institutions militaires. Et ce film est connu pour être raciste. Ça se voit, hein, pas la peine de montrer plus que ça. Mais il va aussi poser les bases d'un modèle, celui d'un cinéma qui sert à glorifier les institutions américaines, montrer une Amérique forte, unifiée, prête à tout pour préserver l'ordre. Un cinéma au service d'un récit national. Mais attendez, parce que ça va devenir encore plus systématique. Dans les années 20, pendant la Prohibition, le gouvernement franchit un cap. À l'époque, les films de gangsters cartonnent. Les criminels deviennent des icônes, des stars. Al Capone fait plus rêver que les flics. Et ça, eh bien, ça ne plaît pas du tout à l'État. Résultat, pression directe sur les studios. On leur demande de changer les récits. Fini l'époque où les mafieux sont les héros. Désormais, on mettra en avant la police, les détectives, la justice. Et l'objectif est super simple. Le cinéma doit servir la stabilité sociale. Le soft power rentre en scène. Mais c'est vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale que tout bascule. Le gouvernement crée le Bureau d'information de guerre, avec à sa tête Elmer Davis. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté. Le cinéma devient officiellement un outil de guerre psychologique. Et Davis l'assume ouvertement. Il dit, le moyen le plus facile d'injecter de la propagande dans l'esprit des gens, c'est via un film de divertissement. Et il a raison. Nous, le public, quand on va au cinéma, c'est pour se détendre. On ne vient pas là pour être sur nos gardes. Donc c'est le moment parfait pour faire passer des messages. Hollywood commence alors à produire des films qui soutiennent l'effort de guerre, qui justifie les sacrifices, qui fabrique du consentement. Et cette logique, initiée il y a presque un siècle, eh bien elle n'a jamais disparu. En 1947, la CIA voit le jour. Et très vite, une chose devient claire pour ses fondateurs. Le pouvoir ne se limite pas aux armes, ni même aux informations. Le vrai pouvoir, c'est celui qui façonne les esprits. L'influence culturelle. Alors la CIA passe à l'action. Discrètement, dans les coulisses, elle commence à financer des initiatives artistiques et intellectuelles à travers le monde sans jamais vraiment signer de son nom. L'un de ses projets les plus emblématiques, le Congrès pour la liberté de la culture, fondé en 1950 à Berlin-Ouest. Officiellement, c'est une organisation dédiée à la promotion de la liberté artistique face à un totalitarisme soviétique. Mais en réalité, c'est une opération secrète orchestrée par la CIA avec à sa tête Michael Josselson, un agent donc de l'agence. Le Congrès devient rapidement un acteur majeur de la scène culturelle internationale. Il organise des conférences, publie des revues prestigieuses comme Preuve en France ou Encounter au Royaume-Uni et soutient des artistes dans plus de 35 pays. Et là, vous n'allez pas croire ce qu'il se passe. L'une des manœuvres les plus audacieuses de la CIA est son soutien à l'expressionnisme abstrait. Oui, s'étache sur une toile blanche. Ce mouvement artistique incarné par Jackson Pollock ou William de Kooning devient le symbole de la liberté créative des États-Unis, en contraste avec le réalisme socialiste soviétique. Oui, donc les États-Unis ont poussé cette forme d'art. Après, est-ce qu'on peut appeler ça de l'art? Voilà, c'est là où on rentre un petit peu dans... Ah, est-ce que chier sur un tableau, c'est de l'art? Je sais pas. Pour promouvoir cet art, la CIA finance des expositions internationales, souvent à travers des fondations écrans comme la Fairfield Foundation, et collabore avec des institutions énormes comme le Museum of Modern Art de New York. Mais du coup, c'est quoi le but de tout ça? Eh bien, montrer au monde que l'Amérique est le berceau de la liberté artistique, tandis que l'URSS impose une vision rigide de la culture. Mais tout cela reste secret jusqu'en 1966. Cette année-là, le New York Times révèle que le Congrès pour la liberté
secret de la culture est en réalité financé par la CIA. Et le scandale est immense. Beaucoup d'intellectuels jusque-là inconscients de cette manipulation se sentaient trahis. Quoi ? Chier sur un tableau, c'est pas vraiment de l'art et on a poussé ça juste pour faire de la propagande anti-russe? Mais non. Pardon. C'est là où on voit que l'art, c'est vraiment un prisme qui est très personnel et que personne peut réellement définir ce que c'est l'art au final. Et du coup, cette révélation marque un tournant. Désormais, la CIA comprend qu'elle doit être plus subtile, plus indirecte. Et c'est là que naît une nouvelle stratégie. Plutôt que de financer directement, elle va influencer les contenus. En 1996, la CIA franchit un cap décisif. Elle crée officiellement un bureau de liaison avec l'industrie du divertissement. À sa tête, Chase Brandon, vétéran des opérations clandestines et cousin de l'acteur Tommy Lee Jones. Pratique, n'est-ce pas? Mais Brandon ne se contente pas d'un simple rôle de conseiller. Il s'implique directement dans l'écriture de scénarios. Prenons par exemple The Recruit, sorti en 2003. Brandon ne se limite pas à fournir des conseils techniques. Il contribue activement à la rédaction du script. Et son objectif? Redorer l'image de l'agence, souvent perçue comme machiavélique. Le Pentagone, quant à lui, n'a pas attendu 1996 pour s'immiscer dans Hollywood. Dès 1948, il établit son propre bureau dédié aux médias. Et son offre au studio est alléchante. Accès à des équipements militaires, des bases, des soldats, mais à une seule condition, que les scénarios soient soumis à son approbation. Et tenez-vous bien pour ce chiffre, grâce au Freedom of Information Act, on découvre que plus de 2500 films et séries ont été modifiés par l'armée depuis 2001 seulement. 2500! Et donc l'objectif de tout ça, c'est éliminer les scènes montrant des crimes de guerre, des bavures, des actes de torture, et transformer des interventions militaires controversées en récits héroïques. Et c'est quoi le budget annuel du Pentagone dédié à Hollywood? 685 millions de dollars. Un demi-milliard pour influencer le cinéma. Ainsi, Hollywood devient un outil stratégique pour façonner l'opinion publique, où la frontière entre divertissement et propagande s'estompe complètement. Bon, le mécanisme est parfaitement rodé, mais voilà comment ça marche concrètement. Chaque fois qu'un studio souhaite accéder à des ressources militaires, que ce soit des bases, des équipements ou du personnel, il doit soumettre son scénario au bureau de liaison du Pentagone. Ce dernier procède à une analyse ligne par ligne du script. Et si des éléments sont jugés problématiques, des modifications sont exigées. Prenons par exemple Transformers, sorti en 2007. Vous pensiez voir des films sur des robots? Eh bien, en réalité, le Pentagone a collaboré avec Michael Bay pour s'assurer que l'image de l'armée soit valorisée. Des modifications ont été apportées au scénario pour éviter toute représentation négative des forces armées. Chaque plan militaire a été validé. Les films doivent glorifier les soldats, légitimer les guerres et nourrir le patriotisme. Par exemple, dans American Sniper, sorti en 2014. Ce film présente le tireur d'élite Chris Kyle comme un héros sans faille, mettant en avant son dévouement et son efficacité, tout en minimisant les aspects controversés de ses actes. Ce système transforme les productions en vecteurs de propagande douce, parfaitement calibrés. Les récits sont ajustés pour renforcer une image positive des forces armées, influençant ainsi la perception du public de manière subtile mais redoutablement efficace. Bon, maintenant qu'on a vu comment le système fonctionne, on va passer aux exemples concrets. Et vous allez voir que certains des films les plus cultes de ces dernières décennies ne sont pas juste des fictions, ce sont des outils de communication politique. Tout le monde connaît Top Gun. Les lunettes de soleil, les motos, les avions, le glamour absolu de Tom Cruise, le scientologue, en pilote de chasse. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le film est en réalité le fruit d'une collaboration très étroite avec la Navy. La marine américaine a tout fourni. Les porte-avions, les F-14 Tomcat, les bases, le personnel. Budget estimé de cette aide, plusieurs millions. Et en échange, un contrôle total sur le scénario. Chaque ligne de dialogue a été scrutée, chaque image validée. Le but, c'était simple, rendre les pilotes sexy, en faire des rockstars, donner envie de s'enrôler. Et ça a marché. Une légende urbaine parle d'une explosion de 500% de recrutement, mais en réalité, on est plus proche des 8%. Mais juste pour un seul film, c'est énorme. La Navy était tellement satisfaite des résultats de ce film qu'ils ont carrément installé des stands de recrutement devant les cinémas. C'est complètement dingue. Sorti en 2012, Zero Dark 30 raconte la traque d'Oussama Ben Laden. Le film se veut intense, réaliste et documenté. Et pour cause, Catherine Bigelow, la réalisatrice, a travaillé en lien direct avec la CIA. Elle a eu accès à des briefings confidentiels, des témoignages d'agents et des infos un petit peu en interne. Mais le problème, c'est ce que le film suggère. Il laisse entendre que des techniques de torture ont été déterminantes pour localiser Ben Laden. Et ce point fait débat. Le rapport du Sénat conteste fermement cette version. Mais la CIA maintient que certaines informations ont été obtenues avec ces méthodes. Ce flou artistique est-il volontaire ?
Des sénateurs comme John McCain, et pas les paquets de frites, lui-même ancien prisonnier de guerre, ont dénoncé le film, parlant d'une représentation erronée et dangereuse. La CIA, de son côté, a nié toute approbation officielle du message, mais elle avait bien contribué à sa fabrication. Et donc ce film pose une vraie question au final. À partir de quel moment une fiction s'inspire du réel devient-elle une réécriture politique? Ah, Argo, quel bon film réalisé par Ben Affleck. Ben Affleck y raconte l'exfiltration de diplomates américains lors de la crise des otages en Iran, en 1979. Le film est allaitant, spectaculaire et surtout, il a eu un accès exceptionnel aux locaux de la CIA. Et ça, c'est super rare. Mais il y a un hic, il gomme complètement le rôle du Canada dans cette opération. En réalité, c'est le gouvernement canadien qui a abrité et protégé les diplomates pendant toute l'opération. Ce sont eux qui ont pris les plus gros risques. Et dans le film, ils sont relégués au second plan, presque des figurants. Et le Canada a réellement protesté. L'ancien ambassadeur Ken Taylor a exprimé sa déception publiquement. Mais le mal était fait. Le film a été acclamé, a reçu l'Oscar du meilleur film et a modifié la perception historique de l'événement dans l'opinion publique mondiale. Jusqu'ici, on a surtout parlé de cinéma. Mais aujourd'hui, le terrain de jeu des agences gouvernementales s'est largement étendu. Et si vous avez pensé que la manipulation s'arrête au grand écran, eh bien détrompez-vous. Bienvenue dans la nouvelle ère de la guerre culturelle. Les séries télé, des laboratoires d'idées et de menaces. Début des années 2000, une série un peu oubliée aujourd'hui mais très révélatrice de l'époque voit le jour. The Agency, diffusée sur CBS entre 2001 et 2003. Elle suit les opérations d'une cellule de la CIA en pleine guerre contre le terrorisme. Mais ce qui rend cette série unique, c'est ce qui se passe en coulisses. La CIA ne s'est pas contentée de conseiller la production. Selon des témoignages de l'époque, elle aurait même suggéré des scénarios catastrophes, des situations comme une attaque à l'anthrax sur le sol américain ou une escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan. Ah, ça par contre, c'est ce qui se passe actuellement. Des situations hautement sensibles qui dépassent largement le cadre du simple divertissement. Si ces informations sont exactes, le but serait de tester la réaction du public, voir comment les spectateurs réagissent face à une certaine menace. En gros, utiliser la fiction comme un simulateur psychologique à grande échelle. Et Chase Brandon, encore lui, résume la logique avec une phrase glaçante. Les terroristes regardent aussi la télévision. Tout est dit. Bon, jusqu'ici, on a vu comment la CIA et le Pentagone soutiennent, financent, corrigent et valident des films qui servent à leur image. Mais il y a un autre versant plus sombre et moins visible. Celui des films qu'on refuse, ceux qui dérangent, ceux qu'on tente de faire taire. S'il y a bien un réalisateur qui incarne cette résistance, c'est bien Oliver Stone. Vétéran du Vietnam, décoré au combat, il aurait pu rentrer dans les rangs, mais il a choisi de montrer ce que beaucoup préfèrent cacher. Avec Platoon sorti en 1986, il livre un portrait brut, viscéral de la guerre du Vietnam. Pas de musique héroïque, pas de glorification, juste de la peur, de la violence. Et ce film est inspiré de son vécu personnel. Et ça a été un électrochoc quand ce film est sorti. Et forcément, l'armée américaine refuse catégoriquement de l'aider. Pas de soutien, pas d'accès, rien. Le film est jugé irréaliste. Alors que justement, il est trop réaliste, trop vrai et donc trop dangereux. Des années plus tard, il remet ça avec Snowden en 2016. Là, il s'attaque à la surveillance de masse, aux dérives donc de la NSA. Et ça a été un sujet explosif, je suis sûr que certains d'entre vous s'en rappellent. Et résultat, Stone affirme que certaines fuites ont été orchestrées pour nuire au film, le discréditer avant même sa sortie. Une manière subtile mais redoutable pour saboter un récit. Et quand on l'a interrogé sur ses difficultés à produire ce genre de film, il a tout simplement dit « Le Pentagone ne veut que des films où les soldats sont des martyrs. Pas de nuances, pas de contradictions, juste des héros bien propres avec un drapeau qui flotte. » Et des exemples comme ça, il y en a énormément, mais bon, la vidéo ferait 4 heures. Alors passons à autre chose. Parfois, il ne suffit pas de dire les choses pour qu'elles soient crues. Il faut les montrer, les répéter, les ancrer dans l'imaginaire collectif. Et c'est exactement là que le cinéma et la télévision deviennent puissants. Quand ils transforment des idées discutables en vérité admise. Prenons un exemple devenu culte. 24 heures chrono. Jack Bauer, agent du contre-terrorisme, a 24 heures pour sauver le monde. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Torture, menaces, violence. Le tout présenté comme nécessaire, urgent, justifié. Et ça marche. Le public accroche. Il accepte. Pire, il approuve. Voilà la force d'un bon récit. Il ne vous dit pas quoi penser. Il vous le fait ressentir. Il normalise ce qui normalement devrait être inacceptable. Et même dans l'univers Marvel, cette mécanique est à l'œuvre. Tony Stark, alias Iron Man, est à la base un vendeur d'armes, un symbole du complexe militaro-industriel. Et pourtant, c'est lui le héros, le sauveur, le milliardaire génial qu'on admire.
Et ce n'est pas un hasard. Le Pentagone a travaillé main dans la main avec les studios Marvel pour le premier film Iron Man sorti en 2008. L'armée a fourni plein d'avions, du personnel, des équipements, des décors. Et en échange, une image ultra positive des militaires, des armes de pointe ou d'un monde où les gentils sont aussi ceux qui fabriquent les missiles. Donc ce n'est pas juste un film de super-héros, c'est un film de super-héros validé, coécrit, équipé par le Pentagone. Petit à petit, ces récits influencent notre vision du monde. Ils redéfinissent ce qu'on trouve acceptable, moral, héroïque. Ils gomment les zones grises, ils simplifient les dilemmes. Ce qu'on vient de voir, ce n'est pas juste une série de coïncidences ou quelques partenariats isolés entre Hollywood et l'État. C'est un système, un écosystème, une véritable machine de guerre culturelle aussi bien huilée qu'invisible. Hollywood, au fil des décennies, n'est plus une usine à rêves. Comme le dit très justement le documentaire Theater of War, Hollywood est devenu une extension de l'appareil de sécurité nationale. Et les conséquences sont bien réelles. On banalise la surveillance de masse, on légitime des guerres, on transforme l'histoire. Et lentement mais sûrement, on étouffe la liberté artistique au profit d'une narration unique, validée et contrôlée. Et regardons la situation géopolitique actuelle. L'Amérique a construit son image de surpuissance non seulement par sa force militaire ou économique, mais par sa capacité à nous faire rêver, à nous vendre un mode de vie, une vision du monde, une aspiration. Et personnellement, quand je vais aux États-Unis, eh bien ça ne me fait pas du tout rêver comme dans les films. Récemment, je suis allé à Hollywood et Las Vegas. Eh bien, je suis désolé, je ne veux pas vivre là, d'accord? On voit réellement qu'il y a une différence flagrante entre les riches et les pauvres. J'ai une amie qui a vécu quelques années aux États-Unis et elle m'a dit les États-Unis, c'est littéralement un pays du tiers-monde, mais riche. Donc c'est vrai que quand on va dans des grandes villes américaines, ben ça fait pas du tout rêver. Alors attention, je ne déteste pas les États-Unis, mais je pense que la culture populaire, le cinéma et l'art nous ont tous influencés à idolâtrer l'Amérique. Et ce qu'il y a de fou, ben, c'est que ça a marché pendant des décennies. Moi, je suis désolé, mais toute ma vie, j'ai regardé des films sur les États-Unis et ça faisait trop rêver, jusqu'à que j'y aille quelques fois et que je me dise « Ah ouais, waouh !» C'est pas comme ce que j'imaginais en fait. Cette machine à rêve américaine a été si efficace qu'elle a réussi à faire de nous tous des consommateurs volontaires de leur soft power. On a grandi en rêvant de leur ville, de leur mode de vie. Mais petit à petit, eh bien tout ça est en train d'être bousculé. Il y a des productions cinématographiques qui déchirent en dehors des États-Unis et de plus en plus de films sont tournés ailleurs et ne glorifient pas forcément les États-Unis. Alors peut-être que ces choses-là vont évoluer dans les prochaines décennies parce que dans un monde saturé en images où la fiction est partout, dans nos films, dans nos séries, nos jeux vidéo, nos réseaux sociaux. La vraie question n'est plus seulement ce qu'on leur regarde, mais qui écrit l'histoire. Et comprendre ça, ce n'est pas juste un délire cinéphile ou alors complotiste, c'est réellement important. Alors maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire de cette information ? Si cette vidéo vous aura ouvert les yeux, eh bien partagez-la autour de vous, parce que je trouve que cette histoire mérite d'être connue. Et dites-moi en commentaire, quel film vous paraît différent maintenant que vous savez ce qu'il se passe dans les coulisses? Et est-ce que vous allez regarder le prochain blockbuster militaire avec le même œil? Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et un like, ça m'aide énormément au référencement de ma vidéo et ça m'aide à évoluer sur cette chaîne YouTube. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien dites-moi et je pourrai vous refaire des histoires un petit peu comme ça sur le cinéma. Allez, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao!